3. Production croissante d'une surpopulation relative ou d'une armée industrielle de réserve. La demande de travail absolue qu'occasionne un capital est en raison non de sa grandeur absolue, mais de celle de sa partie variable, qui seule s'échange contre la force ouvrière. La demande de travail relative qu'occasionne un capital, c'est-à-dire la proportion entre sa propre grandeur et la quantité de travail qu'il absorbe, est déterminée par la grandeur proportionnelle de sa fraction variable. Nous venons de démontrer que l'accumulation qui fait grossir le capital social réduit simultanément la grandeur proportionnelle de sa partie variable et diminue ainsi la demande de travail relative. Maintenant, quel est l'effet de ce mouvement sur le sort de la classe salariée ? Pour résoudre ce problème, il est clair qu'il faut d'abord examiner de quelle manière l'amoindrissement subi par la partie variable d'un capital en voie d'accumulation affecte la grandeur absolue de cette partie, et par conséquent, de quelle manière une diminution survenue dans la demande de travail relative réagit sur la demande de travail absolue ou effective. Tant qu'un capital ne change pas de grandeur, tout décroissement proportionnel de sa partie variable en est du même coup un décroissement absolu. Pour qu'il en soit autrement, il faut que le décroissement proportionnel soit contrebalancé par une augmentation survenue dans la somme totale de la valeur capitale avancée. La partie variable qui fonctionne comme fonds de salaire diminue donc en raison directe du décroissement de sa grandeur proportionnelle et en raison inverse de l'accroissement simultané du capital tout entier. Partant de cette prémisse, nous obtenons les combinaisons suivantes. Premièrement, si la grandeur proportionnelle du capital variable décroît en raison inverse de l'accroissement du capital tout entier, le fonds de salaire ne change pas de grandeur absolue. Il s'élèvera par exemple toujours à 400 francs, qu'il forme 2/5 d'un capital de 1000 francs ou 1/5 d'un capital de 2000 francs. Deuxièmement, si la grandeur proportionnelle du capital variable décroît en raison supérieure à celle de l'accroissement du capital tout entier, le fonds de salaire subit une diminution absolue, malgré l'augmentation absolue de la valeur capitale avancée. Troisièmement, si la grandeur proportionnelle du capital variable décroît en raison inférieure à celle de l'accroissement du capital tout entier, le fonds de salaire subit une augmentation absolue, malgré la diminution survenue dans sa grandeur proportionnelle. Au point de vue de l'accumulation sociale, ces différentes combinaisons affectent la forme, et d'autant de phases successives que les masses du capital social réparties entre les différentes sphères de production parcourent l'une après l'autre, souvent en sens divers, et d'autant de conditions diverses simultanément présentées par différentes sphères de production. Dans le chapitre sur la grande industrie, nous avons considéré ces deux aspects du mouvement. On se souvient par exemple de fabriques où un même nombre d'ouvriers suffit à mettre en œuvre une somme croissante de matière et d'outillage. Là, l'accroissement du capital, ne provenant que de l'extension de sa partie constante, fait diminuer d'autant la grandeur proportionnelle de sa partie variable ou la masse proportionnelle de la force ouvrière exploitée, mais n'en altère pas la grandeur absolue. Comme exemple d'une diminution absolue du nombre des ouvriers occupés dans certaines grandes branches d'industrie et de son augmentation simultanée dans d'autres, bien que toutes se soient également signalées par l'accroissement du capital y engagé et le progrès de leur productivité, nous mentionnerons ici qu'en Angleterre, de 1851 à 1861, le personnel engagé dans l'agriculture s'est abaissé de 2 011 447 individus à 1 924 110. Celui engagé dans la manufacture de laine longue de 102 714 à 79 249, celui engagé dans la fabrique de soie de 111 940 à 101 678, tandis que, dans la même période, le personnel engagé dans la filature et la tissanderie de coton s'est élevé de 371 777 individus à 456 646, et celui engagé dans les manufactures de fer de 68 053 à 125 711. Note 101. Enfin, quant à l'autre phase de l'accumulation sociale, qui montre son progrès dans une même branche d'industrie alternativement suivie d'augmentation, de diminution ou de l'état stationnaire du chiffre des ouvriers employés, l'histoire des péripéties subies par l'industrie cotonnière nous en a fourni l'exemple le plus frappant. En examinant une période de plusieurs années, par exemple une période décennale, nous trouverons en général qu'avec le progrès de l'accumulation sociale, le nombre des ouvriers employés s'est aussi augmenté, bien que les différentes années prises à part contribuent à des degrés très divers à ce résultat, ou que certaines même n'y contribuent pas du tout.
Il faut donc bien que l'état stationnaire, ou le décroissement du chiffre absolu de la population ouvrière occupée, qu'on trouve au bout du compte dans quelques industries à côté d'un considérable accroissement du capital y engagé, ait été plus que compensé par d'autres industries où l'augmentation de la force ouvrière employée l'a définitivement emporté sur les mouvements en sens contraire. Mais ce résultat ne s'obtient qu'au milieu de secousses et dans des conditions de plus en plus difficiles à remplir. Le décroissement proportionnel de grandeur que la partie variable du capital subit dans le cours de l'accumulation et de l'extension simultanée des puissances du travail est progressif. Que, par exemple, le rapport entre le capital constant et le capital variable fut à l'origine comme 1 est à 1, et il deviendra 2 est à 1, 3 est à 1, 5 est à 1, 6 est à 1, etc., en sorte que de degré en degré, 2 tiers, 3 quarts, 5 sixièmes, 6 septièmes, etc. de la valeur capitale totale s'avancent en moyens de production, et par contre, 1 tiers, 1 quart, 1 sixième, 1 septième, etc. seulement en force ouvrière. Quand même la somme totale du capital serait dans le même ordre triplé, quadruplé, sextuplé, septuplé, etc., cela ne suffirait pas à faire augmenter le nombre des ouvriers employés. Pour produire cet effet, il faut que l'exposant de la raison dans laquelle la masse du capital social augmente soit supérieur à celui de la raison dans laquelle le fonds de salaire diminue de grandeur proportionnelle. Pour produire cet effet, il faut que l'exposant de la raison dans laquelle la masse du capital social augmente soit supérieur à celui de la raison dans laquelle le fonds de salaire diminue de grandeur proportionnelle. Donc, plus bas est déjà descendu son chiffre proportionnel, plus rapide doit être la progression dans laquelle le capital social augmente. Mais cette progression même devient la source de nouveaux changements techniques qui réduisent encore la demande de travail relative. Le jeu est donc à recommencer. Dans le chapitre sur la grande industrie, nous avons déjà longuement traité des causes qui font qu'en dépit des tendances contraires, les rangs des salariés grossissent avec le progrès de l'accumulation. Nous rappellerons ici en quelques mots ce qui a immédiatement trait à notre sujet. Le même développement des pouvoirs productifs du travail, qui occasionne une diminution, non seulement relative mais souvent absolue, du nombre des ouvriers employés dans certaines grandes branches d'industrie, permettent à celles-ci de livrer une masse toujours croissante de produits à bon marché. Elles stimulent ainsi d'autres industries, celles à qui elles fournissent des moyens de production, ou bien celles dont elles tirent leur matière, instruments, etc. Elles en provoquent l'extension. L'effet produit sur le marché de travail de ces industries sera très considérable si le travail à la main y prédomine. Ouvrez les guillemets. L'augmentation du nombre des ouvriers, dit le rédacteur officiel du recensement du peuple anglais en 1861, atteint en général son maximum dans les branches d'industrie où les machines n'ont pas encore été introduites avec succès. Note 102, fermez les guillemets. Mais nous avons vu ailleurs que toutes ces industries passent à leur tour par la métamorphose technique qui les adapte aux modes de production modernes. Les nouvelles branches de la production auxquelles le progrès économique donne lieu forment autant de débouchés additionnels pour le travail. À leur origine, ils revêtent la forme du métier, de la manufacture ou enfin celle de la grande industrie. Dans les deux premiers cas, il leur faudra passer par la transformation mécanique. Dans le dernier, la centralisation du capital leur permet de mettre sur pied d'immenses armées industrielles, qui étonnent la vue et semblent sortir de terre. Mais si vaste que paraisse la force ouvrière ainsi embauchée, son chiffre proportionnel, tout d'abord faible comparé à la masse de capital engagé, décroît aussitôt que ces industries ont pris racine. Enfin, il y a des intervalles où les bouleversements techniques se font moins sentir, où l'accumulation se présente davantage comme un mouvement d'extension quantitative sur la nouvelle base technique une fois acquise. Alors, quelle que soit la composition actuelle du capital, la loi selon laquelle la demande de travail augmente dans la même proportion que le capital recommence plus ou moins à opérer. Mais en même temps que le nombre des ouvriers attirés par le capital atteint son maximum, les produits deviennent si surabondants qu'au moindre obstacle dans leur écoulement, le mécanisme social semble s'arrêter. La répulsion du travail par le capital opère tout d'un coup, sur la plus vaste échelle et de la manière la plus violente. Le désarroi même impose aux capitalistes des efforts suprêmes pour économiser le travail. Des perfectionnements de détails graduellement accumulés se concentrent alors, pour ainsi dire, sous cette haute pression. Ils s'incarnent dans des changements techniques qui révolutionnent la composition du capital sur toute la périphérie de grandes sphères de production.
C'est ainsi que la guerre civile américaine poussa les filateurs anglais à peupler leurs ateliers de machines plus puissantes et à les dépeupler de travailleurs. Enfin, la durée de ces intervalles, où l'accumulation favorise le plus la demande de travail, se raccourcit progressivement. Ainsi donc, dès que l'industrie mécanique prend le dessus, le progrès de l'accumulation redouble l'énergie des forces qui tendent à diminuer la grandeur proportionnelle du capital variable et affaiblit celles qui tendent à en augmenter la grandeur absolue. Il augmente avec le capital social dont il fait partie, mais il augmente en proportion décroissante. Note 103. La demande de travail effective étant réglée non seulement par la grandeur du capital variable déjà mis en œuvre, mais encore par la moyenne de son accroissement continu, l'offre de travail reste normale tant qu'elle suit ce mouvement. Mais quand le capital variable descend à une moyenne d'accroissement inférieure, la même offre de travail qui était jusque-là normale devient désormais anormale, surabondante, de sorte qu'une fraction plus ou moins considérable de la classe salariée, ayant cessé d'être nécessaire pour la mise en valeur du capital et perdu sa raison d'être, est maintenant devenue superflue, surnuméraire. Comme ce jeu continue à se répéter avec la marche ascendante de l'accumulation, celle-ci traîne à sa suite une surpopulation croissante. La loi de la décroissance proportionnelle du capital variable et de la diminution correspondante dans la demande de travail relative a donc pour corollaire l'accroissement absolu du capital variable et l'augmentation absolue de la demande de travail suivant une proportion décroissante, et enfin, pour complément, la production d'une surpopulation relative. Nous l'appelons relative parce qu'elle provient non d'un accroissement positif de la population ouvrière, qui dépasserait les limites de la richesse en voie d'accumulation, mais au contraire d'un accroissement accéléré du capital social, qui lui permet de se passer d'une partie plus ou moins considérable de ses manouvriers. Comme cette surpopulation n'existe que par rapport aux besoins momentanés de l'exploitation capitaliste, elle peut s'enfler et se resserrer d'une manière subite. En produisant l'accumulation du capital, et à mesure qu'elle est réussie, la classe salariée produit donc elle-même les instruments de sa mise en retraite ou de sa métamorphose en surpopulation relative. Voilà la loi de population qui distingue l'époque capitaliste et correspond à son mode de production particulier. En effet, chacun des modes historiques de la production sociale a aussi sa loi de population propre, loi qui ne s'applique qu'à lui, qui passe avec lui et n'a par conséquent qu'une valeur historique. Une loi de population abstraite et immuable n'existe que pour la plante et l'animal, et encore seulement tant qu'ils ne subissent pas l'influence de l'homme. La loi du décroissement progressif de la grandeur proportionnelle du capital variable et les effets qu'elle produit sur l'état de la classe salariée ont été plutôt pressentis que compris par quelques économistes distingués de l'école classique. Le plus grand mérite à cet égard revient à John Barton, bien qu'il confonde le capital constant avec le capital fixe et le capital variable avec le capital circulant. Dans ses observations sur les circonstances qui influent sur la condition des classes laborieuses de la société, il dit, ouvrez les guillemets, la demande de travail dépend de l'accroissement, non du capital fixe, mais du capital circulant. S'il était vrai que la proportion entre ces deux sortes de capital soit la même en tout temps et dans toutes circonstances, il s'ensuivrait que le nombre des travailleurs employés est en proportion de la richesse nationale. Mais une telle proposition n'a pas la moindre apparence de probabilité. À mesure que les arts sont cultivés et que la civilisation s'étend, le capital fixe devient de plus en plus considérable par rapport au capital circulant. Le montant de capital fixe, employé dans une pièce de mousseline anglaise, est au moins 100 fois et probablement 1000 fois plus grand que celui qu'exige une pièce pareille de mousseline indienne. Et la proportion du capital circulant est 100 ou 1000 fois plus petite. L'ensemble des épargnes annuelles, ajoutées au capital fixe, n'aurait pas le pouvoir d'augmenter la demande de travail. Note 104, fermez les guillemets. Ricardo, tout en approuvant les vues générales de Barton, fait cependant, à propos du passage cité, cette remarque. Ouvrez les guillemets. Il est difficile de comprendre que l'accroissement du capital ne puisse, en aucune circonstance, être suivi d'une plus grande demande de travail. Ce qu'on peut dire tout au plus, c'est que la demande se fera dans une proportion décroissante. Note 105, fermez les guillemets. Il dit ailleurs, ouvrez les guillemets. Le fonds, d'où les propriétaires fonciers et les capitalistes tirent leurs revenus, peut augmenter en même temps que l'autre, dont la classe ouvrière dépend, peut diminuer. Il en résulte que la même cause, entre parenthèses, à savoir la substitution de machines au travail humain,
La même cause qui fait monter le revenu net d'un pays peut rendre la population surabondante et empirer la condition du travailleur. Note 106, fermez les guillemets. Richard Jones se déclare à son tour. Ouvrez les guillemets. Le montant du capital destiné à l'entretien du travail peut varier indépendamment de tout changement dans la masse totale du capital. De grandes fluctuations dans la somme du travail employé et de grandes souffrances peuvent devenir plus fréquentes à mesure que le capital lui-même devient plus abondant. Note 107, fermez les guillemets. Citons encore Ramsay. Ouvrez les guillemets. La demande de travail s'élève non en proportion du capital général. Avec le progrès de la société, toute augmentation du Fonds national destiné à la reproduction arrive à avoir de moins en moins d'influence sur le sort du travailleur. Note 108, fermez les guillemets. Si l'accumulation, le progrès de la richesse sur la base capitaliste, produit donc nécessairement une surpopulation ouvrière, celle-ci devient à son tour le levier le plus puissant de l'accumulation, une condition d'existence de la production capitaliste dans son état de développement intégral. Elle forme une armée de réserves industrielles qui appartient au capital d'une manière aussi absolue que s'il l'avait élevé et discipliné à ses propres frais. Elle fournit à ses besoins de valorisation flottant et, indépendamment de l'accroissement naturel de la population, la matière humaine toujours exploitable et toujours disponible. La présence de cette réserve industrielle, sa rentrée tantôt partielle, tantôt générale dans le service actif, puis sa reconstitution sur un cadre plus vaste, tout cela se retrouve au fond de la vie accidentée que traverse l'industrie moderne, avec son cycle décennal à peu près régulier, à part des autres secousses irrégulières, de périodes d'activité ordinaire, de production à haute pression, de crise et de stagnation. Cette marche singulière de l'industrie, que nous ne rencontrons à aucune époque antérieure de l'humanité, était également impossible dans la période d'enfance de la production capitaliste. Alors, le progrès technique étant lent et se généralisant plus lentement encore, les changements dans la composition du capital social se firent à peine sentir. En même temps, l'extension du marché colonial récemment créé, la multiplication correspondante des besoins et des moyens de les satisfaire, la naissance de nouvelles branches d'industrie activaient, avec l'accumulation, la demande de travail. Bien que peu rapide, au point de vue de notre époque, le progrès de l'accumulation vint se heurter aux limites naturelles de la population, et nous verrons plus tard qu'on ne parvint à reculer ces limites qu'à force de coups d'État. C'est seulement sous le régime de la grande industrie que la production d'un superflu de population devient un ressort régulier de la production des richesses. Si ce régime doux, le capital social d'une force d'expansion soudaine, d'une élasticité merveilleuse, c'est que, sous l'aiguillon de chances favorables, le crédit fait affluer à la production des masses extraordinaires de la richesse sociale croissante, de nouveaux capitaux dont les possesseurs, impatients de les faire valoir, guettent sans cesse le moment opportun. C'est, d'un autre côté, que les ressorts techniques de la grande industrie permettent, et de convertir soudainement, en moyen de production supplémentaire, un énorme surcroît de produits, et de transporter plus rapidement les marchandises d'un coin du monde à l'autre. Si le bas prix de ces marchandises leur fait d'abord ouvrir de nouveaux débouchés et dilate les anciens, leur surabondance vient peu à peu resserrer le marché général jusqu'au point où elles en sont brusquement rejetées. Les vicissitudes commerciales arrivent ainsi à se combiner avec les mouvements alternatifs du capital social qui, dans le cours de son accumulation, tantôt subit des révolutions dans sa composition, tantôt s'accroît sur la base technique une fois acquise. Toutes ces influences concourent à provoquer des expansions et des contractions soudaines à l'échelle de la production. L'expansion de la production par des mouvements saccadés est la cause première de sa contraction subite. Celle-ci, il est vrai, provoque à son tour celle-là, mais l'expansion exorbitante de la production, qui forme le point de départ, serait-elle possible sans une armée de réserve aux ordres du capital, sans un surcroît de travailleurs indépendants de l'accroissement naturel de la population ? Ce surcroît s'obtient à l'aide d'un procédé bien simple et qui tous les jours jette des ouvriers sur le pavé, à savoir l'application de méthodes qui, rendant le travail plus productif, en diminuent la demande. La conversion, toujours renouvelée d'une partie de la classe ouvrière, en autant de bras à demi occupés ou tout à fait désœuvrés, imprime donc au mouvement de l'industrie moderne sa forme typique. Comme les corps célestes, une fois lancés dans leurs orbes, les décrivent pour un temps indéfini, de même, la production sociale, une fois jetée dans ce mouvement alternatif d'expansion et de contraction, le répète par une nécessité mécanique. Les effets deviennent cause à leur tour, et des péripéties, d'abord irrégulières et en apparence accidentelles,
affectent de plus en plus la forme d'une périodicité normale. Mais c'est seulement de l'époque où l'industrie mécanique, ayant jeté des racines assez profondes, exerça une influence prépondérante sur toute la production nationale, où, grâce à elle, le commerce étranger commença à primer le commerce intérieur, où le marché universel s'annexa successivement de vastes terrains au Nouveau Monde, en Asie et en Australie, où enfin les nations industrielles en 30 ans lisses furent devenues assez nombreuses. C'est de cette époque seulement que datent les cycles renaissants, dont les phases successives embrassent des années et qui aboutissent toujours à une crise générale, fin d'un cycle et point de départ d'un autre. Jusqu'ici, la durée périodique de ces cycles est de 10 ou 11 ans, mais il n'y a aucune raison pour considérer ce chiffre comme constant. Au contraire, on doit inférer des lois de la production capitaliste, telles que nous venons de les développer, qu'il est variable et que la période des cycles se raccourcira graduellement. Quand la périodicité des vicissitudes industrielles sauta aux yeux de tout le monde, il se trouva aussi des économistes prêts à avouer que le capital ne saurait se passer de son armée de réserve, formée par l'infima plebs des surnuméraires. Ouvre les guillemets. Supposons, dit Herman Merrival, qui fut tour à tour professeur d'économie politique à l'université d'Oxford, employé au ministère des colonies anglaises et aussi un peu historien. Supposons qu'à l'occasion d'une crise, la nation s'astreigne à un grand effort pour se débarrasser, au moyen de l'émigration, de quelques 100 000 bras superflus. Quelle en serait la conséquence? C'est qu'au premier retour d'une demande de travail plus vive, l'on se heurterait contre un déficit. Si rapide que puisse être la reproduction humaine, il lui faut en tout cas l'intervalle d'une génération pour remplacer des travailleurs adultes. Or, les profits de nos fabricants dépendent surtout de leur faculté d'exploiter le moment favorable d'une forte demande et de s'indemniser ainsi pour la période de stagnation. Cette faculté ne leur est assurée qu'autant qu'ils ont à leur disposition des machines et des bras. Il faut qu'ils trouvent là des bras. Il faut qu'ils puissent tendre et détendre selon le caprice du marché l'activité de leurs opérations. Sinon, ils seront tout à fait incapables de soutenir dans la lutte acharnée de la concurrence cette suprématie sur laquelle repose la richesse de notre pays. Note 109, fermez les guillemets. Malthus lui-même, bien que de son point de vue borné il explique la surpopulation par un excédent réel de bras et de bouches, reconnaît néanmoins en elle une des nécessités de l'industrie moderne. Selon lui, ouvre les guillemets, les habitudes de prudence dans les rapports matrimoniaux, si elles étaient poussées trop loin parmi la classe ouvrière d'un pays dépendant surtout des manufactures et du commerce, porteraient préjudice à ce pays. Par la nature même de la population, une demande particulière ne peut pas amener sur le marché un surcroît de travailleurs avant un laps de 16 ou 18 ans, et la conversion du revenu en capital par la voie de l'épargne peut s'effectuer beaucoup plus vite. Un pays est donc toujours exposé à ce que son fonds de salaire croisse plus rapidement que sa population. Note 110, fermez les guillemets. Après avoir ainsi bien constaté que l'accumulation capitaliste ne saurait se passer d'une surpopulation ouvrière, l'économie politique adresse aux surnuméraires, jetés sur le pavé par l'excédent de capital qu'ils ont créé, ces paroles gracieuses, pertinemment attribuées à des fabricants modèles. Ouvrez les guillemets. Nous, fabricants, nous faisons tout notre possible pour vous. C'est à vous de faire le reste, en proportionnant votre nombre à la quantité des moyens de subsistance. Note 111, fermez les guillemets. Le progrès industriel, qui suit la marche de l'accumulation, non seulement réduit de plus en plus le nombre des ouvriers nécessaires pour mettre en œuvre une masse croissante de moyens de production, il augmente en même temps la quantité de travail que l'ouvrier individuel doit fournir. À mesure qu'il développe les pouvoirs productifs du travail et fait donc tirer plus de produits de moins de travail, le système capitaliste développe aussi les moyens de tirer plus de travail du salarié, soit en prolongeant sa journée, soit en rendant son labeur plus intense, ou encore d'augmenter en apparence le nombre des travailleurs employés en remplaçant une force supérieure et plus chère par plusieurs forces inférieures et à bon marché, l'homme par la femme, l'adulte par l'adolescent et l'enfant, un Yankee par 3 Chinois. Voilà autant de méthodes pour diminuer la demande de travail et en rendre l'offre surabondante, en un mot, pour fabriquer des surnuméraires. L'excès de travail imposé à la fraction de la classe salariée qui se trouve en service actif grossit les rangs de la réserve, et en augmentant la pression que la concurrence de la dernière exerce sur la première, force celle-ci à subir plus docilement les ordres du capital. À cet égard, il est très instructif de comparer les remontrances des fabricants anglais au dernier siècle, à la veille de la révolution mécanique,
avec celle des ouvriers de fabrique anglais en plein XIXe siècle. Le porte-parole des premiers, appréciant fort bien l'effet qu'une réserve de surnuméraire produit sur le service actif, s'écrie, ouvrez les guillemets, dans ce royaume, une autre cause de l'oisiveté, c'est le manque d'un nombre suffisant de bras. Toutes les fois qu'une demande extraordinaire rend insuffisante la masse de travail qu'on a sous la main, les ouvriers sentent leur propre importance et veulent la faire sentir au maître. C'est étonnant, mais ces gens-là sont si dépravés que, dans de tels cas, des groupes d'ouvriers se sont mis d'accord pour jeter leur maître dans l'embarras, en cessant de travailler pendant toute une journée. Note 112, fermez les guillemets. C'est-à-dire que ces gens dépravés s'imaginaient que le prix des marchandises est réglé par la sainte loi de l'offre et de la demande. Aujourd'hui, les choses ont bien changé grâce au développement de l'industrie mécanique. Personne n'oserait plus prétendre, dans ce bon royaume d'Angleterre, que le manque de bras rend les ouvriers oisifs. Au milieu de la disette cotonnière, quand les fabriques anglaises avaient jeté la plupart de leurs hommes de peine sur le pavé, et que le reste n'était occupé que 4 ou 6 heures par jour, quelques fabricants de Bolton tentèrent d'imposer à leurs fileurs un temps de travail supplémentaire, lequel, conformément à la loi sur les fabriques, ne pouvait frapper que les hommes adultes. Ceux-ci répondirent par un pamphlet, dont nous extrayons le passage suivant. Ouvrez les guillemets. On a proposé aux ouvriers adultes de travailler de 12 à 13 heures par jour, à un moment où des centaines d'entre eux sont forcés de rester oisifs, qui cependant accepteraient volontiers même une occupation partielle pour soutenir leur famille et sauver leurs frères d'une mort prématurée causée par l'excès de travail. Nous le demandons, cette habitude d'imposer aux ouvriers occupés un temps de travail supplémentaire permet-elle d'établir des rapports supportables entre les maîtres et leurs serviteurs? Les victimes du travail excessif ressentent l'injustice tout autant que ceux que l'on condamne à l'oisiveté forcée. Si le travail était distribué d'une manière équitable, il y aurait dans ce district assez de besogne pour que chacun en eût sa part. Nous ne demandons que notre droit en invitant nos maîtres à raccourcir généralement la journée tant que durera la situation actuelle des choses, au lieu d'exténuer les uns de travail et de forcer les autres, faute de travail, à vivre des secours de la bienfaisance. Note 113, fermez les guillemets. La condamnation d'une partie de la classe salariée à l'oisiveté forcée non seulement impose à l'autre un excès de travail qui enrichit des capitalistes individuels, mais du même coup, et au bénéfice de la classe capitaliste, elle maintient l'armée industrielle de réserve en équilibre avec le progrès de l'accumulation. Prenez par exemple l'Angleterre. Quel prodige que la masse, la multiplicité et la perfection des ressorts techniques qu'elle met en œuvre pour économiser le travail. Pourtant, si le travail était demain réduit à une mesure normale, proportionnée à l'âge et au sexe des salariés, la population ouvrière actuelle ne suffirait pas, il s'en faut de beaucoup, à l'œuvre de la production nationale. Bon gré mal gré, il faudrait convertir de soi-disant travailleurs improductifs en travailleurs productifs. Les variations du taux général des salaires ne répondent donc pas à celles des chiffres absolus de la population. La proportion différente suivant laquelle la classe ouvrière se décompose en armée active et en armée de réserve, l'augmentation ou la diminution de la surpopulation relative, le degré auquel elle se trouve tantôt engagée, tantôt dégagée, en un mot, ces mouvements d'expansion et de contraction alternatives correspondant à leur tour aux vicissitudes du cycle industriel, voilà ce qui détermine exclusivement ces variations. Vraiment, ce serait une belle loi pour l'industrie moderne que celle qui ferait dépendre le mouvement du capital d'un mouvement dans le chiffre absolu de la population ouvrière, au lieu de régler l'offre du travail par l'expansion et la contraction alternative du capital fonctionnant, c'est-à-dire d'après les besoins momentanés de la classe capitaliste. Et c'est pourtant là le dogme économiste. Conformément à ce dogme, l'accumulation produit une hausse de salaire, laquelle fait peu à peu accroître le nombre des ouvriers, jusqu'au point où ils encombrent tellement le marché que le capital ne suffit plus pour les occuper tous à la fois. Alors le salaire tombe, la médaille tourne et montre son revers. Cette baisse décime la population ouvrière, si bien que, par rapport à son nombre, le capital devient de nouveau surabondant et nous voilà revenus à notre point de départ. Ou bien, selon d'autres docteurs population, la baisse des salaires et le surcroît d'exploitation ouvrière qu'elle entraîne stimulent de nouveau l'accumulation. Et en même temps, cette modicité du salaire empêche la population de s'accroître davantage. Puis, un moment arrive où la demande de travail recommence à en dépasser l'offre, les salaires montent et ainsi de suite. Et un mouvement de cette sorte serait compatible avec le système développé de la production capitaliste.
Mais avant que la hausse des salaires eût effectué la moindre augmentation positive dans le chiffre absolu de la population réellement capable de travailler, on aurait 20 fois laissé passer le temps où il fallait ouvrir la campagne industrielle, engager la lutte et remporter la victoire. De 1849 à 1859, une hausse de salaire insignifiante eut lieu dans les districts agricoles anglais, malgré la baisse simultanée du prix des grains. Dans le Wiltshire, par exemple, le salaire hebdomadaire monta de 7 shillings à 8, dans le Dorsetshire de 7 ou 8 shillings à 9, etc. C'était l'effet d'un écoulement extraordinaire des surnuméraires ruraux, occasionné par les levées pour la guerre de Crimée, par la demande de bras que l'extension prodigieuse des chemins de fer, des fabriques, des mines, etc. avait provoqué. Plus le taux des salaires est bas, plus forte est la proportion suivant laquelle s'exprime toute hausse, même la plus faible. Qu'un salaire hebdomadaire de 20 shillings, par exemple, monte à 22, cela ne donne qu'une hausse de 10%. N'est-il au contraire que de 7 shillings et monte-t-il à 9, alors la hausse s'élève à 28,4%, ce qui sonne mal aux oreilles. En tout cas, les fermiers poussèrent des hurlements et l'économiste de Londres, à propos de ces salaires de meurt de faim, parla sans rire d'une hausse générale et sérieuse, a general and substantial advance. Note 114. Mais que firent les fermiers? Attendirent-ils qu'une rémunération si brillante fît pulluler les ouvriers ruraux et prépara de cette manière les futurs bras requis pour encombrer le marché et déprimer les salaires de l'avenir? C'est en effet ainsi que la chose se passe dans les cerveaux doctrinaires. Par contre, nos braves fermiers eurent tout simplement recours aux machines, et l'armée de réserve fut bientôt recrutée au grand complet. Un surplus de capital, avancé sous la forme d'instruments puissants, fonctionna dès lors dans l'agriculture anglaise, mais le nombre des ouvriers agricoles subit une diminution absolue. Les économistes confondent les lois qui régissent le taux général du salaire et expriment des rapports entre le capital collectif et la force ouvrière collective avec les lois qui distribuent la population entre les diverses sphères de placement du capital. Des circonstances particulières favorisent l'accumulation, tantôt dans telle branche d'industrie, tantôt dans telle autre. Dès que les profits dépassent le taux moyen, des capitaux additionnels sont fortement attirés, la demande de travail s'en ressent, devient plus vive et fait monter les salaires. Leur hausse attire une plus grande partie de la classe salariée à la branche privilégiée, jusqu'à ce que celle-ci soit saturée de force ouvrière. Mais comme l'affluence des candidats continue, le salaire retombe bientôt à son niveau ordinaire ou descend plus bas encore. Alors l'immigration des ouvriers va non seulement cesser, mais faire place à leur émigration dans d'autres branches d'industrie. Là, l'économiste se flatte d'avoir surpris le mouvement social sur le fait. Il voit de ses propres yeux que l'accumulation du capital produit une hausse des salaires, cette hausse une augmentation des ouvriers, cette augmentation une baisse des salaires et celle-ci enfin une diminution des ouvriers. Mais ce n'est après tout qu'une oscillation locale du marché du travail qu'il vient d'observer, oscillation produite par le mouvement de distribution des travailleurs entre les diverses sphères de placement du capital. Pendant les périodes de stagnation et d'activité moyenne, l'armée de réserve industrielle pèse sur l'armée active pour en réfréner les prétentions pendant la période de surproduction et de haute prospérité. C'est ainsi que la surpopulation relative, une fois devenue le pivot sur lequel tourne la loi de l'offre et la demande de travail, ne lui permet de fonctionner qu'entre des limites qui laissent assez de champ à l'activité d'exploitation et à l'esprit dominateur du capital. Revenons à ce propos sur un grand exploit de la science, entre guillemets. Quand une partie du fonds de salaire vient d'être convertie en machine, les utopistes de l'économie politique prétendent que cette opération, tout en déplaçant à raison du capital ainsi fixé des ouvriers jusque-là occupés, dégage en même temps un capital de grandeur égale pour leur emploi futur dans quelque autre branche d'industrie. Nous avons déjà montré, voire théorie de la compensation, chapitre 15, numéro 6, qu'il n'en est rien, qu'aucune partie de l'ancien capital ne devient ainsi disponible pour les ouvriers déplacés, mais qu'eux-mêmes deviennent au contraire disponibles pour les capitaux nouveaux, s'il y en a. Ce n'est que maintenant qu'on peut apprécier toute la frivolité de cette « théorie de compensation ». Les ouvriers atteints par une conversion partielle du fonds de salaire en machine appartiennent à diverses catégories. Ce sont d'abord ceux qui ont été licenciés, ensuite leurs remplaçants réguliers, enfin le contingent supplémentaire absorbé par une industrie dans son état ordinaire d'extension. Ils sont maintenant tous disponibles, et tout capital additionnel, alors sur le point d'entrer en fonction, en peut disposer.
Qu'il attire eux ou d'autres, l'effet qu'il produit sur la demande générale du travail restera toujours nul, si ce capital suffit juste pour retirer du marché autant de bras que les machines y en ont jeté. S'il en retire moins, le chiffre du surnuméraria augmentera au bout du compte. Et enfin, s'il en retire davantage, la demande générale du travail ne s'accroîtra que de l'excédent des bras qu'il engage sur ceux que la machine a dégagés. L'impulsion que des capitaux additionnels en voie de placement auraient autrement donnée à la demande générale de bras se trouve donc en tout cas neutralisée jusqu'à concurrence des bras jetés par les machines sur le marché du travail. Et c'est là l'effet général de toutes les méthodes qui concourent à rendre des travailleurs surnuméraires. Grâce à elles, l'offre et la demande de travail cessent d'être des mouvements partant de deux côtés opposés, celui du capital et celui de la force ouvrière. Le capital agit des deux côtés à la fois. Si son accumulation augmente la demande de bras, elle en augmente aussi l'offre, en fabriquant des surnuméraires. Ces dés sont pipés. Dans ces conditions, la loi de l'offre et la demande de travail consomme le despotisme capitaliste. Aussi, quand les travailleurs commencent à s'apercevoir que leur fonction d'instrument de mise en valeur du capital devient plus précaire à mesure que leur travail et la richesse de leur maître augmentent, dès qu'ils découvrent que l'intensité de la concurrence qu'ils se font les uns aux autres dépend entièrement de la pression exercée par les surnuméraires, dès qu'afin d'affaiblir l'effet funeste de cette loi naturelle de l'accumulation capitaliste, ils s'unissent pour organiser l'entente et l'action commune entre les occupés et les non-occupés, aussitôt le capital et son sycophante l'économiste de crier au sacrilège, à la violation de la loi éternelle de l'offre et la demande. Il est vrai qu'ailleurs, dans les colonies par exemple, où la formation d'une réserve industrielle rencontre des obstacles importants, les capitalistes et leurs avocats d'office ne se gênent pas pour sommer l'État d'arrêter les tendances dangereuses de cette loi sacrée.